Aujourd'hui, pour parler de la thématique des financements des projets d'habitat collaboratif, on est accompagné donc de Loïc Ecoffé, responsable financement immobilier Romandie à la Banque Alternative Suisse. Également Catherine Schreiber, responsable des fonds de roulement de la Fédération coopérative d'habitation suisse au niveau national. Et également Olivier Krum, architecte et représentant du maître d'ouvrage pour la coopérative Équilibre. Donc, sans plus attendre, on va commencer cette première partie. On a développé finalement cette conférence en deux parties. La première qui est justement axée sur ces financements des projets en Suisse, et une seconde partie qui sera plus orientée sur cette vision de financement des projets ailleurs, et justement le concept de solidarité internationale et comment le financement des projets et la valeur de la solidarité internationale peuvent intervenir. Donc, je vais commencer avec Loïc et la Banque Alternative Suisse. Aujourd'hui, vous êtes un partenaire de choix en Suisse pour les coopératives d'habitation, partenaire financier pour le développement des projets. Alors, quelle est votre approche et comment s'organise aujourd'hui le financement de son projet d'habitat collaboratif avec la BAS? Bonjour à tous, merci Damien. Je ne vais pas présenter qui est la Banque Alternative, on va gagner du temps. L'idée pour moi, on peut passer au prochain slide, Louisa, volontiers. Ça sera d'aborder les principes de base et de survoler le financement, on va dire, bancaire des coopératives en Suisse. On part sur deux principes de base. Le premier est le montage financier, donc c'est-à-dire la répartition du prêt bancaire, des fonds propres et autres sources de financement. Et le second principe, ce sera la capacité financière du projet, c'est-à-dire la viabilité du projet. Volontiers le prochain slide. Donc, dans un montage financier, sur un coût de projet, on aura plusieurs intervenants qui vont permettre de financer la globalité des coûts d'investissement. Euh, le, 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 le fournisseur principal de financement sera en règle générale la banque, qui pourra faire des financements à hauteur de 80 à 90% de la valeur totale du bien. Donc, il faut savoir que généralement, pour un projet immobilier, on est plutôt à 80%. Les coopératives ont droit, dans certains cas, des conditions préférentielles, justement, jusqu'à 90, voire dans certains cas, 95%. Ce taux de financement va notamment dépendre du montage global, de la situation financière, de la situation géographique du projet. Prochain slide. L'autre source de financement, ça sera finalement la coopérative qui devra le trouver. Et ces fonds proviendront notamment des fonds propres via les parts sociales, par exemple. Ces fonds propres doivent représenter, donc ça c'est une exigence légale, quel que soit le montage d'une coopérative. La coopérative doit apporter 5% de fonds propres. C'est le minimum. Ces fonds propres peuvent provenir des parts sociales, donc c'est-à-dire de l'argent investi par les coopérateurs, mais ça peut aussi être des donations de différentes fondations, par exemple, ou des subventions cantonales pour certains cantons. On peut aussi parler de fonds propres. Ah, si on peut juste revenir sur le slide précédent, pardon. On peut parler de fonds propres aussi indirects via le prêt ou le dépôt d'habitants. Donc là, c'est pas forcément de l'avoir propre de la coopérative, mais c'est des habitants qui peuvent prêter de l'argent aux coopérateurs. Le troisième point, ce sont les emprunts hors banque. On verra la suite avec Catherine Schreiber, donc ça sera les prêts CHS. Il peut aussi y avoir dans certains cantons des prêts cantonaux, par exemple. Prochain slide. Le deuxième élément de base, c'est la capacité financière, donc c'est-à-dire la viabilité du projet sur son existence. Donc là, en finalité, c'est basique. L'idée, c'est que les revenus de l'immeuble soient supérieurs aux charges de l'immeuble. Prochain slide. Pour ce qui est des revenus, on a deux sources principales de revenus. Évidemment, le loyer, donc le loyer qui sera perçu par la coopérative, la location finalement payée par les coopérateurs, auxquels peuvent s'ajouter dans certains cas des subventions cantonales par exemple, et on aura un revenu locatif net. Donc là, c'est vraiment le revenu hors charge.
C'est lui qui va permettre de générer de la liquidité, de l'argent pour la coopérative, pour payer notamment les charges qu'on pourra voir sur le prochain slide. Les charges d'un immeuble, en finalité, pour une coopérative, c'est presque la même chose que pour un immeuble conventionnel. On aura les intérêts des différents prêts, l'amortissement, les frais d'entretien et les frais d'exploitation, par exemple. Ce qui va potentiellement différer pour une coopérative, ça sera les rentes de droits de superficie qui seront à payer en plus par rapport à d'autres objets conventionnels. Ça, c'est de nouveau un des avantages d'une coopérative de pouvoir bénéficier de terrains ou d'immeubles en droit de superficie. Prochain slide, volontiers. Ensuite, un point important, c'est les amortissements. Donc, les amortissements, donc tout prêt qui est fait, que ce soit auprès d'un institut bancaire ou d'un autre institut, doit être remboursé. En règle générale, un projet immobilier doit être amorti de 1 à 1,5%. Par contre, pour les coopératives, pour autant qu'elles soient reconnues d'utilité publique, le pourcentage d'amortissement peut être revu avec un objectif d'un financement qui atteint 65% de la valeur du bien en 25 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on aura un amortissement qui sera moins grand pour une coopérative ou un maître d'ouvrage d'utilité publique que pour un projet conventionnel. Il y a aussi le droit de superficie qui a son importance dans ce cas-là, où la banque généralement demandera que l'entier des financements soit remboursé grossièrement environ 10 ans avant l'échéance du droit de superficie. Voilà pour la partie bancaire. Merci beaucoup pour cette première entrée en matière. On comprend en effet que vous apportez 80 à 90% du financement d'origine bancaire et que le reste, on a différents outils qui interviennent, soit au niveau cantonal, soit en effet au niveau fédéral. On est accompagné aujourd'hui donc de Catherine Schreiber qui représente donc les fonds de roulement de la fédération. Aujourd'hui, vous êtes un acteur incontournable pour le financement des projets de coopératives d'habitation qui intègrent dans leur montage financier une partie de vos outils. Vous représentez aussi le bras armé finalement de la Confédération qui vient en soutien de ces maîtres d'ouvrage d'utilité publique. Alors, expliquez-nous un petit peu quels sont ces instruments de soutien à disposition des coopératives et des maîtres d'ouvrage d'utilité publique aujourd'hui en Suisse. Alors, juste le micro. Merci. Voilà. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci Damien pour l'intro. Oui, on va parler de 5 instruments financiers qui sont là juste pour les maîtres d'ouvrage d'utilité publique en Suisse. Et puis, ces financements sont principalement après le financement bancaire. Par exemple, pas après le crédit, une hypothèque, la base, par exemple. Prochain slide, ou bien prochain 2 slides, voilà. Voilà. Le but vraiment des 5 instruments que je vais vous présenter, c'est de faciliter les projets de construction et réduire les coûts de construction ou les coûts de financement pour promouvoir des logements à loyer avantageux, des MOOP en Suisse. Prochain slide, s'il vous plaît. Voilà. Pour avoir accès à ces instruments financiers, il faut remplir quelques conditions qui sont très, très importantes. Par exemple, on analyse un projet de vue de technique, ça serait fait par l'OFL, et puis notre côté, c'est plutôt la viabilité du projet. Mais par exemple, il faut remplir, bon, d'abord pour être agréé comme un MOOP, les statuts doivent avoir quelques critères d'utilité publique. Et puis, si les critères sont dans les statuts de la coopérative, par exemple, c'est reconnu comme un MOOP, disons. Il faut être membre chez soit nous, Coopérative d'habitation suisse. Il y a aussi encore une autre association fêtière à Lucerne. Si on demande un emprunt de la CCL, il faut être membre là aussi, ou bien de la coopérative de cautionnement hypothécaire à CCH. Et puis, il faut être, la coopérative, elle doit être de la région. Alors, ça ne va pas que
par exemple, la coopérative se trouve à Genève, le siège, et puis il va construire réaliser un projet au Bodensee ou bien à Zurich, n'importe où, parce que c'est vraiment la coopérative qui doit avoir le know-how du marché immobilier sur lieu. Bien sûr, le financement doit être réaliste et durable aussi. Et puis, suffisamment de fonds propres doit être dans le projet. Finalement, c'est entre 5 et 10%. Normalement, nous disons 10%, c'est bon, ça c'est ça. On verra après, un peu plus tard, les relations dans le financement où nous nous trouvons. Next slide, s'il vous plaît. Donc, du projet de construction, il sera fait une analyse technique, comme je viens de dire. Ça, c'est une analyse de 100 critères, où se trouve l'immeuble, comment est l'accès, quelle taille on a la chambre, quel standard énergétique il y a, le niveau de loyer, ça c'est analysé. Aussi, le standard énergétique est très, très important aussi. Et puis, il faut respecter les limites du coût de revient de l'OFL, de l'Office fédéral de logement. Donc, si, par exemple, le projet il est trop cher, les loyers sont trop hauts, par exemple, et puis ainsi, on ne peut pas soutenir le projet. Prochain slide. Voilà, là, il y a beaucoup d'informations. Ça, ce sont maintenant les cinq instruments financiers de financement qu'il existe en Suisse pour les MOOP. Chez nous, chez CSH, on administre ou bien gère les trois instruments, c'est le fonds de roulement, fonds de solidarité et le Solinvest. Et puis, mais il y a aussi la CCL, elle donne des quotes-parts au MOOP, et puis il y a aussi l'instrument financier de cautionnement. Comme j'ai dit, ces instruments ils complètent le financement bancaire, et puis naturellement, le financement bancaire fait la plus grande partie du financement. Aussi, les premiers 4 instruments qu'on voit là, ce sont tous des capitaux étrangers. Donc, ce ne sont pas des fonds propres, par exemple, mais ce sont vraiment des capitaux étrangers qu'il faut payer des intérêts. Et puis, d'une côté, une fois, il faut les rembourser aussi. L'instrument de la Fondation Solinvest, ça c'est vraiment du fonds propre, ce sont des parts sociales que la Fondation elle participe pour une période transitoire à la coopérative, disons pour le démarrage du projet. Et puis, d'où viennent les moyens pour ces instruments? Les moyens pour un emprunt de la CCS, ça vient vraiment du marché immobilier. Ce sont des caisses de pension, par exemple, d'autres fonds qui investissent dans cet argent. Ça serait pooled chez la CCL et eux, ils donnent des emprunts à la coopérative. Et puis, c'est la Confédération qui donne le cautionnement à ces instruments. Donc, si la coopérative elle fait faillite, et puis l'emprunt ne peut pas être remboursé à la CCL, c'est la Confédération qui prend le risque. D'ailleurs, on a eu des votations au Parlement, dans les deux chambres, et puis ils ont accordé un nouveau crédit cadre pour la CCL récemment, de 1,3 milliard. Le cautionnement CCH, ça c'est une propre coopérative qui donne des cautionnements pour des banques, j'en reviens plus tard. Et puis là aussi, la Confédération, elle donne l'arrière-pension, disons. Alors, si par exemple, la CCH, elle donne le pension à une banque qui finance, et puis si tout va faillite, c'est aussi la Confédération qui sera au risque finalement. Puis les prêts du fonds de roulement, là, les moyens financiers viennent vraiment de la Confédération. Par exemple, il y a un nouveau cadre, crédit cadre de 250 millions de francs sur les prochains 10 ans. Et puis nous, avec l'autre organisation fêtière, nous gérons cet argent. Mais ça veut dire on ne gère pas les 250 millions de francs. On reçoit chaque année, s'il faut, une tranche de ce crédit cadre.
Et puis, ce sont des moyens que nous pouvons accorder en forme de prêt aux coopératives d'une durée de 20 à 25 ans. Le Fonds de solidarité, c'est notre propre fondation de coopératives d'habitation suisse, de CHS. Les dons viennent de nos membres, donc nous demandons à nos membres de contribuer volontairement 10 francs par an, par logement, et puis avec cette somme, on accorde des prêts à nos membres pour des projets de construction ou de rénovation ou pour l'achat. Et puis la Fondation Saint-Laveste, elle est encore plutôt petite, avec capital social de 12 millions. Et puis, elle peut, comme j'ai dit, participer aux fonds propres pour une durée transitoire. Et puis là, les fonds, ce sont les fonds de capital propre qui viennent de coopératives d'habitation suisse à l'époque, et puis une autre région, régionale. Prochain slide. Ah non, pas vous pouvez retourner. Voilà, c'est ce qui est important. Donc, les 5 instruments, ils se calculent de différentes manières. Combien on peut donner? Alors, qu'est-ce qui c'est la base pour calculer pour combien donner au MOOP? Et puis, chez la CCL, elle fonctionne un peu comme la banque. Alors, elle calcule une valeur de rendement ou bien une valeur de notissement. Et puis, de cette valeur, elle peut accorder, par exemple, jusqu'à 40% de cette valeur. Tandis que pour le fonds de roulement, fonds de solidarité et Saint-Laveste, on donne des prêts dépendant du nombre de logements et puis, par exemple, aussi du nombre, ou bien du standard énergétique du projet. Et puis, la limite, c'est-à-dire le projet a un coût maximal, un coût de revient maximal que nous pouvons tolérer. Voilà, ça c'est un peu aussi la différence entre les projets. Prochain slide, s'il vous plaît. Et puis voilà, là, on a un exemple à gauche. Vous voyez, ça c'est une coopérative qui voudrait réaliser un projet, disons, de 10 millions de francs suisses, y compris le terrain là. Et puis, comment on va le financer? Normalement, jusqu'à 80%, c'est la banque qui finance le crédit de construction, par exemple. Et puis, il ouvre le crédit de construction avec le démarrage du chantier. Et puis, comment on finance les 20% restants? Là, ce sont premièrement les fonds propres, les parts sociales d'une coopérative, d'environ 5 à 10%. Et puis, entre les fonds propres et puis l'hypothèque bancaire, peut-être là, il y a un manque parce que les coopérateurs n'ont pas assez de fonds propres, bien part sociale. Et c'est là où le fonds de roulement, fonds de solidarité peut jouer ou bien peut supporter le projet. Dans ce cas-là, on regarde, le coût de revient du projet est égal aux besoins de financement parce que souvent, la banque, ou bien, voilà, elle pense, ou bien elles disent que les coûts de revient sont peut-être plus hauts et puis ils mettent une valeur de rendement plus basse. Alors, la coopérative doit emporter encore plus de fonds propres. Et puis, c'est là que nous pouvons... Alors, le fonds de roulement, fonds de solidarité, c'est toujours après la banque. Tandis que la CCL, elle finance là la partie rouge à peu près, ou bien pourrait financer la partie rouge à peu près 40%, ou bien la moitié des 80%. Et puis, donc, la première hypothèque, elle reste chez la banque, ou peut-être un peu moins. La seconde hypothèque, ça serait une partie financée par la CCL. Et puis, le montant qui reste encore, les 20% avec les prêts du fonds de roulement et les fonds propres. Donc, c'est vraiment un exemple illustratif parce que le fonds de roulement, il calcule le montant de prêt en se basant sur le nombre de logements. Mais on a fait l'expérience que avec le fonds de solidarité, c'est à peu près 10% du projet. Mais des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment les 5% de fonds propres des parts sociales.
c'est ce qui est important aussi à savoir, c'est le fonds de roulement, fonds de solidarité, ils peuvent libérer le prêt pour le début du chantier, tandis que la CCL, elle peut seulement refinancer une partie du crédit de construction à la fin de la construction. Et puis voilà, peut-être prochain slide. Là, vous voyez un peu le processus. En haut, c'est les phases de planification et de construction, donc là, les phases du projet. Disons, ça commence avec la fondation de la coopérative, et puis le développement du projet, et puis la construction elle-même, et puis après, c'est la location. Et puis en bas, là, j'ai essayé de présenter un peu le flow du financement. Donc, quand vous êtes en train de planifier votre projet, peut-être ça fait du sens de demander à la Fondation Sans la Veste pour une participation par sociale. Et puis, le montant maximal qu'on peut demander, ce sont seulement 300 000 francs ou bien 10 000 francs par logement. Et ça doit être remboursé à la fin de la construction. Quand les locataires ils déménagent, ils versent leur propre part sociale et avec cet argent, on rembourse à la Solavest. Et puis, la fondation donne cet argent à une autre coopérative qui vient de se fonder, de planifier un autre projet. Tandis que quand les planifications sont déjà bien roulées et puis vous êtes au moment de demander l'autorisation de construire, c'est le moment de demander au fonds de roulement et de fonds de solidarité pour un prêt. Et puis, nous avons 4 séances par année. Alors, il faut à peu près 6 semaines pour tout préparer avec l'Office fédéral du logement. Et puis, après, si au meilleur des cas, un prêt sera accordé, il pourra être versé au moment quand le chantier sera ouvert. Et puis, à la fin de la construction, c'est là le moment où vous pouvez faire une demande à la CCL pour un emprunt, pour le refinancement du crédit de construction. Et puis, après 25 ans, comme ça, bien, pendant 25 ans, vous remboursez le prêt du fonds de roulement. Voilà, c'est tout. Fermé. Merci beaucoup, Catherine. Et du coup, les compléments qu'on voit aussi avec l'intervention de Loïc. Et maintenant, on va aller se diriger vers la coopérative Équilibre qui a justement mis en œuvre plusieurs fois ce type de montage financier et puis d'aller dans le détail d'un projet en particulier. Alors aujourd'hui, la coopérative Équilibre est un acteur incontournable du logement coopératif à Genève avec plusieurs projets de coup réalisés et en cours de développement avec des fortes composantes sociales et environnementales. Donc, merci d'être avec nous, Olivier. Et, si tu pouvais nous expliquer comment justement vous financez vos projets. Et vous avez justement choisi la BAS plusieurs fois. Donc, pourquoi ce choix et puis quel est le montage financier finalement de vos projets? Et merci, salut Damien. Bonjour à toutes et à tous. Alors, tu peux passer à la première diapo. Là, je vais vous parler de l'immeuble dans lequel j'habite, où je suis actuellement, c'est-à-dire au cœur de Genève, à la rue Soubeyran. On a fait à peu près ce qu'a exposé Catherine sous l'angle suivant, c'est-à-dire que nous, on a demandé une participation de la coopérative d'habitation suisse pour le fonds de roulement, donc participer en fait au financement du projet à hauteur de, les limites, c'était 50 000 francs par appartement. Donc là, je commence déjà par le tout en bas, c'est-à-dire que le financement, en gros, était porté à hauteur de 13 millions par la BAS et ensuite par la coopérative d'habitation suisse sur environ 5%. Donc 90% à la base, 5% à coopérative d'habitation suisse, et puis on avait 5% de fonds propres. L'avantage de tout ça, c'est qu'effectivement, ça nous fait des fonds propres qui sont relativement accessibles. C'est-à-dire que sur un modèle classique, on va être à 20% de fonds propres à apporter. Là, on est à 5%, c'est-à-dire que moi, pour mon appartement qui fait à peu près, avec ma compagne, 100 mètres carrés, un 5 pièces genevois, ça nous représentait 5 000 francs par pièce, c'est-à-dire 25 000 francs pour l'ensemble de l'appartement, donc 12 500 francs chacun et chacune, ce qui est relativement accessible, alors que sans ces mécanismes financiers que vient de présenter Catherine,
et les dispositions que peuvent offrir la BAS, on serait beaucoup plus haut et on aurait une sociologie complètement différente dans l'immeuble. Alors, pour reprendre depuis le début, l'immeuble, en fait, il a déjà un statut un peu particulier, c'est qu'on est sur une parcelle donc en droit de superficie, c'est ce qu'expliquait Loïc. Donc, en fait, le droit de superficie, c'est la possibilité en fait, de louer un terrain pendant 99 ans. Enfin, en l'occurrence, pour la construction, c'est 99 ans, mais ça peut être aussi moins que ça. Mais c'est souvent sur des longues durées. En l'occurrence, nous, c'est 99 ans. Et du coup, l'État nous fait ce droit de superficie qui nous permet de lisser les coûts pendant plusieurs générations et du coup d'obtenir toujours des loyers qui soient plus abordables. La contrepartie, c'est qu'en l'occurrence, cette parcelle elle nous imposait de réaliser des logements d'utilité publique, qui sont une disposition genevoise qui encadre en fait les coûts de construction. Donc, du coup, on avait un coût de construction qui était encadré, qui était un peu limite. Enfin, un peu limite. Il avait une limite au mètre cube construit. Donc, on s'est adapté à cette limite-là. Et donc voilà, dans le premier tableau, je présente un petit peu tout ce qui a composé le coût de la construction du bâtiment. Mais on voit globalement que c'est le terrain, tout ce qui est le début, ça vous le savez, c'est la préparation du terrain, c'est-à-dire qu'on a dû démolir 3 villas pour pouvoir réaliser notre bâtiment. Ensuite, on a le coût de construction du bâtiment, les aménagements extérieurs, les taxes, les frais financiers qui consistent à payer des intérêts pendant la construction du bâtiment, les intérêts sur ce qu'on emprunte au fur et à mesure, ce qu'on utilise comme argent au fur et à mesure. Et ensuite, on a les coûts de pilotage, c'est-à-dire en gros, c'est ce que peut revenir au promoteur de manière classique. Alors là, en l'occurrence, c'était mon rôle et le rôle de mon collègue, c'est-à-dire que notre rôle, c'était on appelle ça représentant du maître d'ouvrage. En gros, notre rôle principal, c'était de piloter le projet pour que tout avance correctement et surtout d'être porte-parole entre le groupe des futurs habitants et tous les partenaires du projet, surtout les architectes, mais également la banque, l'État, le conseil d'administration de la coopérative. Donc ça, en gros, les frais de pilotage, ça correspond à peu près aux revenus, pour pouvoir payer les personnes qui s'occupent de faire ce boulot. Et aussi tout ce qui est annexe, des petites sorties, tout ce qui anime en fait le groupe des futurs habitants et qui permet de porter l'enthousiasme, de porter le groupe pendant les 4 ans et demi qu'ont duré le projet. Et puis les imprévus qui sont un peu nécessaires dans tout projet. Donc, comme j'ai expliqué, le financement a été fait à 90% par la BAS, 5% par les CHS et 5% par les fonds propres. Pourquoi, alors, le dernier point que j'avais mis dans la partie à gauche, c'est que pourquoi on privilégie la BAS, tout simplement pour une histoire de garantie de confiance et d'éthique, c'est-à-dire qu'on c'est la banque qui nous semble la plus transparente en termes d'investissement, ce qu'elle fait en fait avec notre argent, et qui est la plus raccord avec la philosophie de la coopérative. Donc, on a voulu faire le plus possible avec la BAS et quand même solliciter le fonds de roulement pour les 5% qui nous manquaient. Donc maintenant, je peux vous montrer un petit peu ce qu'on a fait, malgré le fait que notre coût a été encadré pendant le chantier. On avait un coût de construction qui était relativement bas, même très bas, on peut dire, sur le canton genevois. Et le mécanisme coopératif à but non lucratif, où en fait l'ensemble du projet est porté à prix coûtant, permet en fait une marge de manœuvre qui est inimaginable pour d'autres types de structures, d'organismes immobiliers. Donc, tu peux passer à la diapo suivante. Ça, c'est le bâtiment qu'on a construit. Donc, c'est 38 logements, tout un rez-de-chaussée avec des locaux d'activité, dont notre grande salle commune qui fait 80 mètres carrés. On a une bibliothèque aussi qui fait 20 mètres carrés. On a porté le projet d'un bistrot et d'une brasserie
une microbrasserie portée par des habitants et des habitantes. Voilà, on s'est fait des grands balcons avec des appartements bien généreux, des chambres d'amis partagées. On a 3 chambres d'amis partagées pour les 38 logements. On a un toit qu'on voit tout juste là, tout en haut. Enfin, ça, je vais le montrer après. Je vous parlerai du toit. Tu peux passer à la diapo suivante. Bon, voilà, ça c'était juste pour donner un exemple aussi. C'était on va dire les valeurs. Alors, la base, évidemment, on avait présenté tout l'ensemble des valeurs que portait le projet, mais de toute façon, ça faisait déjà sur un premier immeuble, on avait travaillé avec eux et puis on était déjà assez raccord. Mais évidemment, on a privilégié à fond la construction de garages vélos. Donc là, on a 140 places de vélo devant l'immeuble. On a réussi à réduire le taux de motorisation, le taux de stationnement imposé par l'État de moitié. Donc en fait, on a 14 places de parking plutôt que 38 qui sont occupées par moitié à peu près par un système d'autopartage. Et puis, la place que ça a libérée, ça nous a permis de monter la microbrasserie, de monter une menuiserie aussi portée par un habitant. Et puis, tout ça a été financé avec tout ce que je viens de vous présenter. Et à la fin, on s'est retrouvé encore avec, il nous restait encore 300 000 francs à la fin du chantier. Donc voilà, comme quoi les vertus du but non lucratif ne sont plus à démontrer. Tu peux passer à la diapo suivante. Voilà, un autre élément important de notre projet, c'est les toilettes à compost. C'était un surcoût important aussi, à peu près de 300 000 francs. Globalement, on a un réseau qui est dissocié. On a les eaux des toilettes et les eaux de tout ce qui n'est pas des toilettes qui sont séparés en 2 circuits. L'ensemble des eaux des toilettes vont dans un grand filtre de 8 mètres de diamètre à lombricompostage et en fait composte la matière organique et filtre l'eau pour ensuite qu'elle soit réutilisée. Donc, elle arrive dans une cuve de 26 000 litres et on la réutilise pour les chasses d'eau et l'arrosage de l'immeuble. Tu peux passer à la diapo suivante. Voilà, ça c'est à quoi ça ressemble en dessous. Tu peux passer à la diapo suivante. Et puis voilà, ça c'est le toit qu'on a pu réaliser aussi. Donc, on a fait à peu près 100 mètres carrés de potager, donc en végétalisation intensive, avec à peu près 40 cm de terre, où on se divise des petites parcelles pour faire notre petit potager sur le toit. Et puis on a un toit terrasse qui est partagé par l'ensemble des habitants et des habitantes. Voilà, tu peux passer à la diapo suivante. Je crois que c'est tout ce que je voulais présenter. Ouais, non, ça c'est le truc d'après. Donc j'utiliserai plutôt cette diapo, la dernière diapo, pour la deuxième partie. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Je pense qu'avec les 3 présentations qui s'enchaînent, toute personne qui nous écoute ou qui revoit ça se sent plus ou moins en bonne condition pour développer son projet. Si vous avez des questions justement sur ces différents outils ou organisations ou de montage financier des projets, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat et on y reviendra à la fin de la présentation. Là, on va passer justement à cette partie 2. On voit qu'en Suisse, on a tout un modèle de financement pour ces projets d'habitat collaboratif qui sont d'utilité publique et qu'il y a un bon ensemble d'outils et de partenaires finalement qui peuvent accompagner les acteurs. Alors, c'est moins le cas justement dans d'autres situations. L'association Urbamonde travaille sur des projets de coopération internationale, donc elle travaille à la fois au niveau local pour faciliter la mise en place de ces projets d'habitat collaboratif, mais également travaille avec des partenaires à l'échelle internationale dans le cadre de projets de coopération. C'est notamment le cas au Nicaragua et au Sénégal. On travaille sur ces projets depuis plus de 10 ans avec nos partenaires locaux qui travaillent avec des groupes d'habitants qui sont justement exclus des systèmes bancaires traditionnels, qui n'ont pas accès à des prêts ou alors à des conditions qui dépassent largement les capacités de financement des groupes. Donc, ces projets se sont développés, les projets de coopération internationale se sont développés sur la base d'un système de fonds rotatifs qui fonctionne très bien au niveau local. Nous, finalement, ce système de fonds rotatifs qui est développé au niveau local pour générer des prêts au niveau des groupes d'habitants, on s'est appuyé dessus pour développer un mécanisme à une plus grande échelle qui est le Fonds pour l'habitat solidaire et qui permet d'alimenter justement ces fonds rotatifs.
Peut-être la diapo suivante qui exprime justement ce modèle de financement. Le fonds rotatif local au Sénégal, au Nicaragua, fonctionne depuis plusieurs années, permet de générer des prêts pour les habitants qui ont pu acquérir dernièrement des terrains. Le maillon qu'on a créé finalement au-dessus et qu'on mobilise au niveau suisse, qu'on héberge en Suisse, le Fonds pour l'habitat solidaire, permet justement de générer des prêts à ces fonds rotatifs pour augmenter finalement l'impact de ce système de financement basé initialement sur l'épargne des groupes d'habitants organisés au Sénégal et au Nicaragua dans leur environnement local et de l'étendre à une échelle internationale, notamment en mobilisant des dons ou des dépôts auprès de structures et de groupes d'habitants ou de toute personne résidant en Suisse ou à une autre échelle locale, mais principalement aujourd'hui en Suisse. Aujourd'hui, on a une petite vidéo qu'on pourra vous envoyer avec le lien de la vidéo de cette conférence pour exprimer plus particulièrement le fonctionnement de ce mécanisme financier. Mais aujourd'hui, le Fonds pour l'habitat solidaire, c'est un capital de 60 000 francs, qui est relativement peu, mais une séparation entre 50% de dépôts et de dons. Aujourd'hui, il a permis justement d'alimenter et de permettre l'acquisition de terrain principalement au Sénégal et au Nicaragua pour ces groupes d'habitants qui s'organisent. Mais demain, on a toute une phase de construction qui va pouvoir être mis en place, ou en tout cas s'intensifier au niveau de ces groupes d'habitants et qui nécessitent des besoins en ressources financières qui sont beaucoup plus importants. Pour nous, aujourd'hui, c'est une nécessité de continuer à développer ce mécanisme, ce fonds pour l'habitat solidaire, en intégrant plus d'acteurs, et notamment un des publics cibles principales, justement les acteurs de l'habitat collaboratif, les coopératives d'habitation. On en compte déjà 3 dans notre liste des déposants et donateurs, dont la coopérative Équilibre. Et c'est une occasion pour nous de demander à Olivier quelle est la position, pourquoi la coopérative Équilibre aujourd'hui participe au Fonds pour l'habitat solidaire et quelle est sa vision finalement d'un outil de financement des projets d'habitat collaboratif basé sur la solidarité entre les groupes d'habitants. Olivier, tu as ton micro coupé. Oui, du coup, tu peux peut-être mettre la diapo que j'avais prévue pour parler de ça. C'est celle-là, je crois. Ouais. Pour vous présenter justement le fonctionnement du bâtiment une fois qu'il est construit. Donc, comme on le voit, en fait, on a des charges qui s'équilibrent avec les recettes. Donc, c'est ce dont parlait Loïc tout à l'heure. Et puis, donc, on a cette rente de superficie, donc cette location du terrain qu'on doit payer. Donc, c'est ce qu'on appelle là la rente foncière. On a des charges d'entretien, donc qui sont de l'argent qu'on met de côté au travers du paiement des loyers pour prendre soin de l'immeuble, les contrats d'entretien technique, la conciergerie, les petits bobos de tous les jours qu'on doit réparer, enfin ce genre de choses. Et puis, on a aussi un petit bénéfice qu'on a le droit de faire sur les plans financiers de sociétés à but non lucratif comme la nôtre, mais qui, en fait, majoritairement servent aujourd'hui à payer les impôts et les pertes locatives lorsqu'on en a. Bon, en ce moment, on en a quand même eu pas mal avec le Covid. Mais voilà, en fait, comment on peut mobiliser de l'argent pour prêter ou donner au Fonds pour l'habitat solidaire? Alors, pour l'instant, ça se résume à ce disponible. Donc, en l'occurrence, pour Soubeyran, c'est 17 000 francs par an, largement accaparé, en tout cas de moitié, par le paiement des impôts. Mais chaque année, du coup, ça nous permet d'avoir un petit peu d'argent de côté qu'on peut utiliser sans hypothéquer, on va dire, sur l'argent qui appartient directement à l'immeuble et qui sont là que les excédents de loyer. Alors, les excédents de loyer, c'est un mécanisme qui est mis en place par, on va dire, par le canton de Genève, en tout cas, parce que je connais que ce contexte. Le principe, c'est que pendant les premières années, en fait, on a un taux hypothécaire théorique à payer à la banque qui est plus élevé que celui qu'on a signé de manière effective.
Et au bout de 2-3 ans de fonctionnement de l'immeuble, on est en droit de demander ce qu'on appelle un arrêté définitif de mise en location, qui nous permet en fait de mettre à jour le plan financier avec les taux réels que l'on paye. Ce qui fait que ces excédents de loyer se sont accumulés pendant 2-3 ans. Donc là, comme vous voyez, pour Soubeyran, ça représente quand même quasiment 290 000 francs par an, qui vont en fait constituer une espèce de matelas qui nous permettent d'amortir d'éventuels déconvenus dans l'avenir. Par exemple, l'augmentation des taux hypothécaires ou des grands travaux à réaliser, ou ce genre de choses. Parce que dans cet excédent de loyer, il y a aussi des réserves pour grands travaux. Enfin, voilà. Donc ça, c'est la réalité de notre situation de fonctionnement annuel. Aujourd'hui, ce qu'on aimerait développer avec la coopérative, c'est en fait développer ce qu'on appelle un fonds de transition, donc un fonds pour la transition écologique et sociale globalement. L'idée, c'est qu'en fait, à plein, on peut faire plein de choses, mais tout seul, on peut faire moins de choses. Donc, vu qu'on est à peu près 400 membres aujourd'hui au sein de la coopérative, il y a une centaine de membres qui sont logés. En fait, on va solliciter les membres logés et les membres non logés par une cotisation complémentaire à l'ensemble de ce qui est prévu classiquement pour du logement coopératif. Autrement dit, on a mis en place une assemblée générale extraordinaire où on présentait de nouvelles ambitions pour la coopérative qui vont plus loin que le logement, mais qui vont aussi sur la solidarité internationale, donc comme la participation au Fonds pour l'habitat solidaire, mais aussi pour la solidarité locale avec l'accueil de personnes en exil dans nos appartements. On a on investit de l'argent dans des projets alimentaires locaux pour le montage d'épiceries participatives ou de soutien à la paysannerie locale. On fait beaucoup de visites gratuites pour les écoles, pour les étudiants. On aide les petites coopératives aussi. On les accueille gratuitement pour leur faire visiter la coopérative et leur expliquer comment ça marche. Enfin, voilà. On développe tout un tas de choses qui, pour nous, vont au-delà du logement et qui vont dans le sens des valeurs de l'ensemble de nos membres. Enfin, en tout cas, ce que ça représente, enfin, c'est ce qui a été représenté au sein de l'Assemblée générale qui a validé cette nouvelle position. Et du coup, ce fonds pour la transition qu'on est en train de monter pourra permettre au sein de ce fonds d'alimenter une partie pour la solidarité internationale, ce qui nous permettrait d'augmenter d'autant les prêts ou les dons qu'on ferait au sein de ces fonds de roulement. Parce que tout simplement, ça rentre dans les valeurs que porte la coopérative et l'ensemble de ses membres. Voilà, c'est pour ça que j'ai indiqué qu'il y avait ce levier à l'étude pour participer au fonds de transition. C'est que autant pour les personnes logées, on pourrait réserver, on est en train de travailler ça avec le canton de Genève, une partie des charges d'exploitation, ce qu'on appelle les charges d'exploitation de l'immeuble annuel, dans lesquelles on est en train d'introduire une potentielle nouvelle ligne qui serait fonds pour la transition et qui permettrait d'augmenter ces charges, non pas pour servir l'immeuble, mais pour servir les valeurs des gens qui y habitent. Et puis, d'un autre côté, pour les personnes non logées, c'est un mécanisme d'augmentation de la cotisation annuelle, mais qui, une fois qu'on est 400, peut très vite permettre d'avoir des chiffres à plusieurs zéros et de participer à des projets de coopératives à l'étranger. Donc voilà. Merci beaucoup pour ces clarifications sur votre engagement. Et c'est vrai que c'est un acteur, les coopératives d'habitation. Aujourd'hui, on est sur cette campagne de sensibilisation qui s'organise en Suisse romande. C'est vrai qu'on essaie de faire une communication tout à fait particulière au niveau des coopératives d'habitation qui a été bénéfique. On a convergé vers un même objectif avec la coopérative Équilibre et on s'en réjouit. Et on se réjouit aussi de le faire avec d'autres coopératives. Autant qu'avec toute personne qui sera intéressée à y participer. C'est vraiment un mécanisme finalement qui est vraiment ouvert. Et un autre acteur aujourd'hui qu'on mobilise par des différentes discussions qu'on a eues dernièrement, c'est justement avec la Banque alternative suisse. On a commencé ces discussions pour connaître leur vision par rapport à un outil tel que le Fonds pour l'habitat solidaire qu'on développe et identifier finalement les pistes de collaboration par rapport au développement en effet de projets qui s'organisent au Nicaragua et au Sénégal, des projets qui finalement s'organisent de la même façon que des projets que la BAS soutient
en tant qu'acteur bancaire au niveau local en Suisse. Donc, Loïc, la question elle est un petit peu la même que pour Olivier, c'est quelle est finalement votre approche, votre vision d'un outil comme le Fonds pour l'habitat solidaire et les perspectives finalement de collaboration qui pourraient se mettre en place dans un futur à court ou moyen terme. C'est une question qui est intéressante et je pense que j'ai besoin de replacer un peu l'historique de la banque alternative pour nous situer. Donc, la banque alternative a tout juste 30 ans et à sa création, le but était initialement uniquement de se concentrer sur le marché suisse. Vu la nouveauté de la banque, vu la taille de la banque et les spécificités de notre fonctionnement ou de notre philosophie, il n'était pas concevable de se lancer sur quelque chose à l'international. Donc, la banque alternative a initialement toujours vu son activité uniquement sur le sol suisse pour une question de gestion des risques, une question de connaissance des marchés, de réglementation et autres. C'est vrai que ces réglementations peuvent être des fois malheureusement très limitantes. La banque ayant, on va dire, grandi, on a aussi cherché un peu à développer d'autres synergies, d'autres possibilités. Et en 2016, on a été sollicité par Ecocredit dans le but de créer un partenariat qui a été lancé en 2016 avec pour fonctionnement finalement un compte d'encouragement où nos clients pouvaient, comme un compte épargne, déposer de l'argent dessus. Puis finalement, nous, on faisait l'intermédiaire pour ensuite délivrer cet argent à Ecocredit. C'était un partenariat qui a eu un très grand succès et qui a permis de lever des fonds importants pour Ecocredit. Sur cette base-là, la banque alternative a décidé de réfléchir plus fortement à son impact qu'elle pouvait avoir au niveau international et différentes analyses ont été faites pour, en 2018, présenter à l'Assemblée générale une modification de nos statuts, parce qu'avant, c'était clairement mentionné dans nos statuts que nous pouvions être actifs qu'en Suisse. Et on a demandé à nos actionnaires de valider une modification des statuts nous permettant d'avoir des activités à l'étranger. Aujourd'hui, ces activités à l'étranger, elles se font essentiellement par le biais de partenariats avec des prises de participation, par exemple, ou des collaborations avec des partenaires. Donc, la banque alternative fait partie de la Global Alliance of Banking and Value. Donc, si on peut passer au slide suivant. Finalement, c'est une association de banques à valeur positive, si on veut bien, ou à valeur durable, à travers le monde. Donc, on est un des membres parmi, sauf erreur, près d'une quarantaine. Et l'idée est, en fait, parce que maintenant c'est du concret, non pas nous de faire des crédits à l'étranger, mais de profiter de ce réseau-là pour justement, via ces partenariats, proposer une source de financement complémentaire pour des projets à l'international. Donc, l'idée étant, par exemple, on a des partenariats avec la GLS Bank en Allemagne, qui potentiellement est limitée dans ce qu'elle peut faire au niveau de ses financements. Et c'est de dire, nous, en tant que banque alternative suisse, on participe à ce projet et on apporte une partie des fonds nécessaires. Actuellement, on a développé plusieurs partenariats de ce type-là dans ce réseau-là. Comme l'a dit Damien tout à l'heure, effectivement, une discussion a été générée, a été lancée avec Urbamonde en fin d'année passée pour évoquer quelles seraient les pistes envisageables. Alors aujourd'hui, on est toujours à l'état de discussion qui devrait avancer prochainement, je l'espère, de manière plus concrète, sans que rien ne soit vraiment arrêté sur la manière de le faire. On pourrait très bien le concevoir sur la manière qu'on l'a fait avec Ecocredit, par exemple, ou éventuellement via d'autres solutions. Par contre, une chose qui est évidente pour nous, de par nos connaissances essentiellement, uniquement en Suisse, c'est qu'on n'ira jamais faire un crédit à l'étranger
on va plutôt profiter de nos connaissances plutôt via nos réseaux pour travailler et développer des projets à l'étranger, avec justement cette volonté de dire, ben, on a des moyens chez nous, aidons ceux que l'on aurait besoin, qui n'auraient pas assez de moyens, et puis de dire, voilà, de nouveau, c'est dans cet élan de solidarité, de redistribuer finalement ces richesses qu'on a chez nous et en faire profiter à d'autres. Voilà. C'est tout pour moi. Pardon, pardon. J'étais déjà en train de parler, j'ai eu l'action de ne pas ouvrir le micro. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. On voit avec en effet que la BAS a ouvert cette vision à l'international et on comprend bien l'intérêt de nourrir, de continuer à nourrir nos discussions pour vous permettre finalement d'accéder à ces projets qui ont du sens pour vous également. Et de pouvoir les soutenir, notamment au niveau du développement financier, par le fait que ces projets ont vraiment un manque d'accès à ces financements et de pouvoir les mobiliser un soutien en passant par une structure comme la nôtre. Donc voilà, je me réjouis de poursuivre nos discussions dans ce sens-là. Également, du coup, au niveau de la fédération des coopératives suisses, quelle est votre position par rapport à cette vision, cette approche de solidarité internationale et vos éventuelles actions dans ce sens? Ah oui, pour nous, c'est difficile aussi disons, de contribuer. En tant qu'organisation fêtière, nous travaillons en réseau avec les associations internationales, par exemple comme Housing Europe ou International Corporate Alliance, parce que nous pensons que c'est seulement ensemble que nous pourrons relever les défis d'écologie et sociale. Et puis, ces réseaux sont importants pour nous. Cependant, nous sommes clairement une association nationale et nous nous concentrons surtout sur l'augmentation de la proportion des logements d'utilité publique en Suisse, qui est d'ailleurs seulement même pas 4-5% en Suisse des logements. Et puis, à cette fin, nous sommes également très actifs sur le plan politique. Et puis aussi en mettant à disposition les trois instruments financiers que je viens de vous parler. Alors, d'autre part, on n'a pas vraiment les moyens parce que comment est-ce que nous nous finançons? C'est d'une partie des contributions de nos membres par année, donc c'est ce qu'ils doivent payer par logement pour être membre à la fédération. D'autre côté, ce sont les services, les consultations dont nous aussi recevons de l'argent, disons. Et puis, d'autres moyens, il n'y a pas vraiment d'autres moyens pour nous de recevoir des fonds de l'extérieur. Cependant, nous avons la fondation Fonds de solidarité dont je viens vous parler. Et puis, cette fondation elle a la possibilité de contribuer un montant à fonds perdu, tirer des revenus nets des intérêts perçus des prêts que nous avons accordés. C'est un 5e de ces revenus nets que nous pourrons accorder à des projets de construction de logements d'utilité publique, mais seulement dans des pays émergents et de développement. Et puis, voilà, disons, c'est le seul moyen que nous pouvons soutenir des projets à l'étranger. De plus, nous pensons que si nos membres ils voudraient supporter des projets à l'étranger, nous pourrons, eux, ils peuvent mieux le faire eux-mêmes. Et puis, ou bien de travailler avec une organisation comme la vôtre. Ce n'est pas vraiment le but de notre organisation fêtière de supporter, ou pouvoir aussi de supporter des projets ailleurs. Par exemple, pas aux Suisses. Ouais. Merci, mais en effet, on sent que c'est aussi une thématique qui est intégrée dans vos réflexions, avec le fait en effet d'avoir déjà en place ce fonds de solidarité.
on sent que c'est une thématique qui est importante pour vos membres. Et je pense que voilà, dans l'esprit des projets qu'on développe avec, notamment au Nicaragua, notamment au Sénégal, il y aurait du sens aussi qu'on puisse se rapprocher finalement du fonds de solidarité. C'est aussi des éléments qu'on cherche à mettre en place avec nos partenaires locaux. C'est de pouvoir, comme on trouve déjà des outils en Suisse, de pouvoir mobiliser un système de subvention en fait, pour la performance écologique et sociale des projets. On a déjà l'aspect de financement de l'opération, mais de pouvoir justement générer un système de subvention pour pouvoir faciliter l'utilisation de matériaux locaux. C'était le thème des conférences qu'on a eues et que vous pouvez revoir facilement sur notre site internet en accédant justement au replay, de pouvoir justement faciliter les projets écologiques et durables via justement des leviers financiers comme on peut les trouver en Suisse. Merci beaucoup en tout cas pour vos interventions très riches. J'imagine que de nombreuses personnes en apprennent plus sur le montage financier de leur projet et les possibilités maintenant. On est déjà à 5 minutes de la fin, mais on peut prendre quelques questions s'il y en a dans le chat. J'en ai notamment une concernant plutôt à destination d'Olivier sur le coût à Soubeyran 7, le coût entre le coût architecte et la maîtrise d'œuvre. La répartition des coûts entre les honoraires architectes et la maîtrise d'œuvre. Difficile comme ça de répondre à chaud, enfin à froid, enfin, du moins comme ça. Je dirais qu'en Suisse, on a plutôt la pratique sur ce genre de projet, on va dire d'être aux alentours de, enfin, sur un volume tel que notre immeuble à 16 millions, je dirais qu'on est à peu près à 10% sur la maîtrise de. Mais franchement, je pourrais pas confirmer. Je pourrais pas confirmer ce chiffre. Enfin, c'est aux alentours de ça, quoi. Je dirais. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a la personne qui répond que c'est dans le montage financier, le coût de la maîtrise d'œuvre n'était pas mentionné. Oui, parce qu'elle est inclue dans le coût de construction du bâtiment. C'est pour ça que c'était pas mentionné. C'est noyé dans les 13 millions et quelques qui concernaient le coût de construction du bâtiment. Ce qu'on voit apparaître dans ce coût de l'opération, c'est que malgré un coût de construction qui est qui revient au coût de construction les plus bas qu'on trouve à Genève, si vous êtes sur du standard HBM, vous avez pu développer un ensemble d'éléments finalement très écologiques et durables dans votre bâtiment, tout en respectant un coût de construction assez bas. Ça, le système à but non lucratif est redoutable pour faire ce genre de choses. Ça, c'est certain. Et j'ai oublié de préciser que notre bâtiment, en fait, ce que je voulais montrer dans la photo où on voyait les vélos, c'est qu'en fait, il est aussi isolé en botte de paille, ce qui est évidemment un surcoût conséquent par rapport à une isolation classique et conventionnelle. Et ce qui rentrait évidemment en jeu dans les intentions du groupe de futurs habitants au départ, quoi. On arrive à moins quart et je vais en profiter pour remercier encore une fois les intervenants, puis laisser la parole à Louisa pour conclure. Merci beaucoup, Damien. Merci beaucoup, Catherine, Loïc et Olivier. C'est vrai que ça donne envie de se lancer en sachant un peu plus et merci pour l'engagement de vos structures. Merci, Damien, pour la modération. Donc, cette conférence touche maintenant à sa fin. Merci. Est-ce qu'on a peut-être une autre question? Alors oui, j'enverrai la présentation par email. Et la conférence a été enregistrée, donc le replay sera aussi disponible. On vous enverra ça aussi par email. Donc nous, on vous donne rendez-vous jeudi 27 mai pour continuer notre cycle de conférences. Même heure et toujours en ligne.
pour la conférence Habitat collaboratif et économie sociale et solidaire dans nos quartiers. On explorera le cadre légal et les politiques publiques en faveur de l'habitat collaboratif. En attendant, pour vous tenir informés de tous ces prochains événements et peut-être si vous êtes intéressés à savoir un peu plus sur la campagne pour un habitat solidaire, je vous encourage à suivre notre page Facebook, compte Instagram, Twitter et à visiter le site habitat-solidaire.ch. Dans la discussion, je vous ai aussi posté notre petite animation qui explique ce qu'est le Fonds pour l'habitat solidaire et le lien vers notre chaîne YouTube si vous voulez visionner les conférences précédentes. Je vous remercie et puis je vous souhaite une très belle soirée à vous tous. Au revoir. Merci tout le monde.